Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Nous recevons pour vous ce matin un grand homme, un baobab dans l'arène politique béninoise, le chouchou des populations de la 8e circonscription électorale, honorable Rachid Baramassi. Bonjour. Bonjour Ismaël. Merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Avec vous, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et locale. Nous ferons le bilan des élections législatives dernières. Nous parlerons également de l'actualité à l'Assemblée nationale, de la sortie récente du chef de l'État Patrice Talon et du développement de la ville de Parakou. Cette émission sera co-animée par mon confrère Barnabas Oukouma et moi. Barnabas Oukouma, bonjour. Bonjour Ismaël Barokou, honorable bonjour. Bonjour Barnabas. Merci pour l'honneur que vous nous faites d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors nous allons aborder les questions qu'a précisé mon confrère tout à l'heure. Et d'entrée de jeu, j'aimerais rappeler que les élections législatives béninoises de 2023 se sont déroulées le 8 janvier dernier. Et 109 députés ont été élus à l'issue de cette élection, avec 4 partis politiques soutenant le chef de l'État et 3 autres issus de l'opposition. La vérité des urnes a donné la victoire au soutien du chef de l'État. Le parti Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, conservent la majorité absolue à l'Assemblée nationale, avec 28 députés pour le Bloc républicain et 28 députés également pour les démocrates et le reste des députés pour l'UPR. Alors, vous, quel bilan faites-vous de façon générale de ces élections législatives passées? Merci beaucoup, cher ami journaliste. Merci d'abord pour tout ce que vous faites pour la ville du Parakou, pour la partie septentrionale du Bénin et pour le Bénin en général. Merci. Dabarou TV est un modèle et je vous encourage à continuer comme ça. Merci. Alors, vous savez, les élections de 2023 est une élection spéciale parce que le manipulateur a manipulé le peuple au cours de cette élection. Ils se sont fait passer pour ceux qui ne sont pas, C'est qui le manipulateur? pour ceux qui ne sont plus. Le manipulateur, c'est le télécommande de Kagéon, que vous connaissez, et le président des démocrates. Qui... Je pense que le mot manipulateur est très fort. C'est pas fort, c'est pas fort. Quand je dis manipulateur, je m'explique. Quand on manipule le peuple, en disant aux populations, si vous votez pour les démocrates, dans les 2 semaines qui suivent, les soi-disant exilés politiques vont rentrer. Les soi-disant détenus politiques vont sortir. Nous allons introduire une loi d'amnistie. Dites-moi, comment vous appelez ça? Non, mais Ils ont manipulé. ça fait partie des règles du jeu. Non, ce n'est pas les règles du jeu. Est-ce qu'en politique, on va avec les armes qu'on a? En politique, parfois Et aussi. ce sont des promesses. Et on a dit les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et chacun dit le droit de son côté. Non, moi je pense qu'en toute humilité, même si on fait la politique, parfois il faut être honnête. Surtout un homme de Trump, comme Yahi Boni, qui se fait passer pour un évangéliste, pour un homme de Dieu. Donc, un évangéliste, s'il était, doit être en harmonie avec les règles bibliques, doit dire la vérité au peuple. Est-ce que la Bible refuse la promesse? La Bible refuse la promesse sans lendemain, la promesse qu'on ne peut pas réaliser. C'est ce que dit la Bible. Il faut promettre ce qu'on peut réaliser. De fait de promettre au peuple que si vous votez pour nous, les soi-disant exilés politiques vont entrer, les soi-disant détenus politiques vont sortir. La loi d'amnistie, nous allons introduire. Je vous explique, cher ami journaliste. Quand je parle souvent d'adolescents politiques, quand je parle souvent d'embryonnaires politiques, les gens pensent que c'est un vain mot. Non, ce n'est pas un vain mot.
la loi d'amnistie qu'ils ont introduite. Oui. On va revenir sur la loi. Voilà, sur la question. Ok. Alors, honorable... Donc, en réalité, Oui. la conclusion, c'est que L'appréciation générale des élections, vous dites quoi? l'appréciation générale des élections, c'est que, si on doit conclure, la mouvance présidentielle est sortie largement gagnant de cette élection. C'est ça la réalité. Ça veut dire qu'en réalité, le peuple dont ils se réclament, en réalité, n'est pas avec eux. Le peuple est avec la mouvance présidentielle. Vous l'avez dit, la mouvance s'assoit avec le plus grand nombre de députés à l'hémicycle. Et à l'issue de ces élections honorables, le bloc républicain n'a vraiment pas réussi à tirer son épingle du jeu dans la 8e circonscription électorale. Seulement un siège sur les 6 et l'animal politique que vous êtes, le professeur de chaire en politique appliquée, le chouchou des populations de la 8e circonscription électorale, est tombé les armes à la main. Honorable, qu'est-ce qui n'a pas marché à ce moment? Nous avons perdu la bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu la bataille? Ce qui a fait que vous avez perdu la bataille, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous savez, l'élection législative dans la 8e, ce n'était pas une élection législative, c'était une élection, c'était comme une élection présidentielle. Nous avons affronté un ancien chef d'État. Qu'on ne le veuille pas, le président Yahibouni a son mot à dire. Il est descendu sur le terrain. Au moment où nous, au sein du bloc républicain, on n'avait pas un présidentiable de Trump comme Yahibouni. Il est venu sur le terrain. Il a fait... Il faut noter que... ça, c'est une réalité. Le président Patrice Talon, c'est ça qu'on appelle la responsabilité d'État. C'est ça qu'on appelle avoir l'aptitude d'un homme d'État. Le président Talon ne s'est pas impliqué. Oui, normalement, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas avec qui il fait campagne, parce qu'il a deux partis qui le soutenaient, sinon plus. Voilà, il ferait campagne pour qui? Le président, en tant que bon stratège, il pouvait faire campagne à Cotonou, en disant naturellement, Cotonou et environ sont le fief de l'UP. Et venir à Plakou faire campagne pour le bière. Donc, il n'a pas voulu désacraliser la fonction présidentielle. Et c'est pour cette raison qu'il est resté neutre. Talon a voulu montrer qu'il est le président de tous les Béninoises et de tous les Béninois. Alors donc, c'est l'attitude que le président Yahibouni devait respecter. Il ne l'a pas fait. Mais lui, il n'est plus en fonction. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'est plus en... Attends, Soglo n'est plus en fonction. Il y a un simple citoyen aujourd'hui comme tout le monde. Vous savez, quand on a eu à occuper des postes de responsabilité par le passé, il y a des comportements républicains qu'il faut avoir. Il y a des comportements vertueux qu'il faut avoir. Les questions d'unité nationale, on ne doit pas lésiner, on ne doit pas monnayer les questions de l'unité nationale. Pour moi, le président Yahibouni, pour moi, est une référence politique, une bibliothèque. Quand le Bénin est en difficulté, il faut le consulter. Moi, à mon humble avis, c'est ce que je pense, c'est le rôle qu'il devait jouer. Aux côtés du président Patrice Talon, pour lui apporter de temps en temps son expérience, son expertise, pour le renforcement de l'unité nationale, pour le développement du pays, et non prendre parti pour régler un compte personnel à un ami. D'accord. Alors, sur la liste de positionnement pour ces législatives, le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Dambi, est dans la 8e circonscription tête de liste. Il était supplié par Charles Tokor. Vous étiez à la 2e position, mais à l'arrivée, seul le titulaire a réussi à se faire élire. Comment des leaders comme vous, Rachidi Gbadamatsi, Charles Tokor, Samoura Dambi et autres peuvent se mettre ensemble et échouer? Vous savez, je vous l'ai déjà dit, ce qui s'est passé, et je vous demande de suivre mon regard et de comprendre ce que je veux dire. L'élection de la 8e est une élection particulière. Ce n'est pas une élection comme les autres.
Particulièrement dans la 8e circonscription. Dans la 8e, parce que nous avons le président. Il y a quoi dans la 8e? Mais le président Yaïboni Idrissa s'assoit dans la 8e. Il n'est pas. Je vous ai dit ça là. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre que. Mais il est allé partout, au même titre que Parakou. Non. Il a au bout, Malanville, et Kandi passe. Il est resté dans la 8e. Il a mis le paquet dans la 8e. C'était la base. C'était la base. Et comprenez que nous, on avait tout prévu son changement. Sinon, on savait que Yaïboni allait rentrer dans le jeu, on allait se préparer autrement. Donc, cela, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté politique, pour savoir qu'on a été surpris. Sinon, on savait que Yaïboni allait rentrer dans le jeu, on allait se préparer autrement. Mais nous, on pensait que ça allait se passer entre les candidats. Entre les candidats. Bon, lui, il n'était pas candidat, il est venu, bon, et il a bouleversé les choses. Prochainement, nous allons tirer le leçon de ça, et prochainement, on va se préparer en conséquence. Donc, de toutes les façons, l'échec, ça arrive. Moi, j'ai été du 4e législature, 5e législature, 6e législature, 7e législature, 8e législature. J'ai accumulé 5 législatures, sans échec. Et chaque fois que moi je suis tête de liste, j'ai toujours raflé. Mais cette fois-ci, Dieu a décidé autrement. Dieu sait ce qui s'est passé. Alors quand parfois, vous allez à une compétition et que ça ne marche pas, il ne faut pas s'en vouloir. Il faut savoir que Dieu a un plan pour chacun. Et au moins ça marchait là. Et pourquoi je ne me plairais pas? Donc moi je pense en toute humilité que Dieu a un plan. Et je me dis, bon, l'échec, pour moi, là, ça m'a mieux formé. Ça m'a permis de me reculer, de réfléchir. Et aujourd'hui, je sais ce qui a marché, je sais ce qui n'a pas marché. Et je sais les dispositions à prendre à l'avenir pour reconquérir l'électorat. Voilà. Honorable, à vous entendre parler, vous pointez du doigt accusateur l'ancien chef d'État Boni Yayi pour sa descente sur le terrain. L'échec, pour vous, l'échec en soi n'est pas une fin, et les militants ont avancé comme argument de votre défaite aux législatives le manque d'entente entre vous, les 3 leaders dans la 8e circonscription électorale, notamment Adambi, Badamassi, Charles Toko. Que pensez-vous de cela? Bon, vous savez, ça c'est un faux problème. Vous savez, dans les partis politiques, il y a souvent plusieurs courants. En France, aux États-Unis, partout, il y a plusieurs courants. C'est normal. Bon, de temps en temps, on ne peut pas empêcher à Charles Toko d'avoir des ambitions. On ne peut pas empêcher à Adambi d'avoir des ambitions. On ne peut pas empêcher d'avoir des ambitions. C'est vrai, de temps en temps, il y a des petites... il y a des querelles de temps en temps. Mais, non. C'est pas ça la vraie raison. C'est pas ça la vraie raison. La raison, c'est ça que je vous ai dit, le bloc républicain a été surpris. Nous avons tout prévu, sauf ce schéma-là. Donc c'est ce schéma, il faut avoir l'honnêteté politique, intellectuelle, de reconnaître les causes de sa défaite. Et pour nous, ce qui a fait que nous avons échoué au niveau de la 8e, n'oubliez pas que nous soutenons un régime de réforme qui bouscule des intérêts. Et quand on est réformateur, on est impopulaire. C'est une révolution politique. C'est le choix que le chef de l'État fait. Et le chef de l'État ne veut pas de populisme. Et nous, qui sommes ses partisans, les amis d'en face ont profité de ces réformes-là, qui sont des réformes qui ne sont pas encore bien comprises par les populations. Ils les ont utilisées contre nous. Et se sont présentés comme les messies, comme ceux-là, comme les sauveurs de la République. Mais maintenant, les populations commencent à comprendre qu'en réalité, que c'est des manipulateurs qui les ont menti. Et vous allez voir dans les jours à venir, vous allez voir que la donne va changer. D'accord, honorable. Le fait, la vérité aujourd'hui, c'est que dans la 8e circonscription, c'est les démocrates qui détiennent la majorité des députés. Est-ce que cela veut dire que désormais, les démocrates sont les maîtres de la cité, les maîtres de la 8e circonscription électorale en termes
d'audience politique en termes de maîtrise de la base. Vous savez, comme l'a dit Socrate, de toutes les façons, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Si vous tombez sur une mauvaise, vous devenez philosophe. Aujourd'hui, C'est-à-dire, honorable, les populations de la 8e section des droits sont devenues des philosophes. Ils ont compris qu'ils sont mariés à un mauvais époux. Ils ont compris qu'elles ont été manipulées. Elles sont devenues des philosophes. Aujourd'hui, quand vous prenez les démocrates en réalité aussi ont été surpris par les victoires. Ils ont été surpris. vous pensez qu'ils ont été surpris? Ah, ils ont été surpris. Pourquoi vous le dites? La belle preuve, leur comportement à l'Assemblée nationale. Parlons-en. Leur non-maîtrise des dossiers à l'Assemblée nationale confirme qu'ils ne se sont pas préparés. Quand ça veut dire 3 erreurs successives que viennent de commettre les démocrates au Parlement. Premièrement, comme erreur, c'est la loi d'amnistie Pourquoi c'est une erreur? qui a été proposée sans des dispositions pratiques préalables, comme les juges, les pratiques parlementaires. Deuxièmement, le rejet systématique du budget. Et troisièmement, comme erreur, la loi, les amendements proposés au Parlement sans tenir compte des problèmes de développement de la 8e session électorale et de leur mandat. Nous irons pas à pas. Donc, nous allons revenir. Si vous voulez, je vais vous... Oui, on aborde ça déjà. D'accord. On prend la première erreur que vous avez soulevée. Vous avez parlé d'abord de la loi d'amnistie. de la loi d'amnistie. En quoi c'est une erreur? D'accord. La loi d'amnistie, je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle, je ne vais pas revenir sur le vocabulaire du mot amnistie. Vous savez que l'amnistie efface toutes les infractions et vous redevenez vierge. Oui. Votre casier judiciaire devient vierge. Vierge. Alors, je me demande, j'ai des doutes, en toute humilité, est-ce que vraiment la loi d'amnistie introduite a pour objectif de libérer les soi-disant détenus politiques? J'ai des doutes. L'autre chose, quand vous prenez l'honorable Achadi, Le vice-président. le vice-président, le président du groupe parlementaire des démocrates, c'est un ancien parlementaire. Bien sûr. Éric Kounete, c'est un ancien parlementaire. Même si les autres sont des nouveaux, des novices, des allogènes parlementaires, avant d'introduire une loi aussi sensible, il y a des dispositions préalables, De quoi s'agit-il? des pratiques parlementaires préalables. Il s'agit de quoi? La majorité, l'Assemblée nationale, c'est la voix de la majorité. Est-ce que 28 députés font la majorité sur les 109? Surtout pas. Vous votez au Parlement. Donc, avant d'introduire une telle loi, une loi sensible, il y a des préalables parlementaires, il y a des combines parlementaires, il y a des discussions parlementaires. Qu'est-ce qu'il devait faire? Ce qu'il devait faire, avant d'introduire une telle loi, c'est de prendre des contacts collectifs ou individuels. Avec qui? Avec les groupes parlementaires, avec les députés. Mais quand vous prenez même le président de l'Assemblée nationale, il est membre d'un groupe parlementaire. Les membres de la conférence des présidents sont membres des groupes parlementaires. En disant, écoutez, parce que le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Donc, voilà, nous avons une telle loi que nous voulons faire passer. Aidez-nous. C'est comme ça que ça se passe.
C'est la pratique parlementaire. Est-ce que vous pensez que même si ça se passait comme ça, cette loi pouvait passer parce que on sait déjà que les démocrates sont minoritaires, on sait déjà la position des démocrates par rapport aux actions du gouvernement, par rapport à tout ce qui vient du gouvernement. Si cette démarche était menée à l'endroit des groupes parlementaires qui appartiennent à la majorité présidentielle, ça pourrait passer? Dites-moi, quand on introduit une loi à l'Assemblée nationale, c'est pour atteindre un objectif ou bien c'est pour faire du baisse politique? Non, c'est pour atteindre un objectif. Si c'est pour atteindre un objectif, alors on se donne les moyens pour atteindre cet objectif. Les moyens qu'il faut se donner, c'est de prendre les contacts. C'est d'amener la diplomatie parlementaire. Là, ils ont échoué. Alors, le deuxième point. Le deuxième point, c'est le rejet systématique, la contradiction, par rapport au rejet du budget général de l'État, où les démocrates ont voté à l'unanimité le rapport général. Le rapport général, voté, ça dit, ils ont donné déjà leur caution sur les grandes orientations du budget, en disant, nous sommes d'accord. Ils ont introduit 38 amendements. Sur les 38 amendements, le gouvernement a accepté 36 amendements. J'ai essayé de faire quelques exercices. J'ai demandé de me donner les amendements proposés par les démocrates. Et quand j'ai regardé ces amendements, le problème des populations, les problèmes de développement des populations ne sont pas pris en compte. C'est des amendements fantaisistes, c'est des amendements fantoches. Vous prenez par exemple, lors de la 8e législature, moi j'ai introduit un amendement par rapport à la route Parakou-Kabor. Normalement, en principe, les démocrates, puisque c'est eux qui ont la majorité présente, ils devaient réactiver ça. Ils ne l'ont pas fait. Quand vous regardez l'amendement, il n'y a pas ça. L'autre chose, la route Pereire, Niki, enfin, la route Parakou-Pereire, Niki, c'est pas dedans. Vous estimez que ça devait être des... Dans l'amendement, ça doit être les priorités des priorités. Dans l'amendement. Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons des difficultés. Mais, M. Blamba, vous êtes des décapés. Tout ce qui est prévu là, je n'ai pas vu d'amendement. Sur les décapés. Sur les décapés. Un député... Alors que mon frère ami Gounou, depuis la 7e législature et 8e législature, Gounou n'a fait que, il s'est battu le pauvre, en disant décapé, 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 décapé. Mais il y a des choses qui sont prévues. Oui, mais ça c'était déjà pris en compte dans le ça a été pris en compte. Il ne pouvait plus apporter un amendement sur ce qui a été pris en compte. Alors pourquoi rejeter? Pourquoi rejeter? Oui, il ne s'agit pas de ça seul. Il y a peut-être... Pourquoi rejeter les acquis? Pourquoi rejeter les 30 milliards d'asphaltage prévus à Parakou? Dans ce projet-là, il y a 30 milliards. Monsieur Ismaël, vous vivez à Parakou. Les routes de Parakou là sont impraticables. 30 milliards prévus pour Parakou a été rejeté par les députés démocrates. Oui, mais en rejetant, ils savent que même s'ils rejettent, ça va passer parce qu'ils sont minoritaires. Peut-être que leur rejet, c'est une manifestation de leur opposition au régime. Disent que... Vous savez comment on appelle ça? De l'irresponsabilité parlementaire. Mais ce comportement-là, le rôle des parlementaires. Le rôle des parlementaires. Quand un parlementaire se trouve en face d'un budget, c'est pour ça que j'ai dit il faut des cours élémentaires. Il faut les cours élémentaires. Il faut une formation des députés démocrates qui ne comprennent rien. Ils sont en train de nager, ils ne comprennent rien au Parlement. Il y a Tchadé et Eric qui essaient de faire quelque chose. Regardez, c'est quoi le comportement d'un député? Un député qui est en face d'un budget général de l'État. La première action du député,
qui se trouve en face d'un budget, c'est de voir où se trouve l'intérêt de mes mandats. En matière d'intérêt des mandats, la notion de discipline du groupe tombe. D'accord. Donc ça veut dire que... Ça dit rien ne prime sur l'intérêt de ce mandat. Ça dit il n'y a pas de discipline de groupe, il n'y a pas autre intérêt. Parce que vous tirez votre légitimité parlementaire par la confiance populaire de vos mandats. Je viens, Ismaël. Et c'est là où Arossi les a damés le pion. On venait à ce niveau, qui a voté pour le budget. Vous savez pourquoi Arossi a voté? Arossi a voté pas pour les beaux jeux de talent. Pourquoi? Il a voté pas parce qu'il aime talent. Il a voté pour l'intérêt de ses mandats. Parce qu'il y a la route. Il s'est retrouvé dans le budget, c'était... La route à Thiébé. Là, l'eau, tout ça, là, plus de 100 milliards. Chez lui. Chez lui. Il a dit, ah, moi je ne vous connais plus les démocrates. Je ne vous connais, quand il s'agit, moi, les intérêts de mes mandats sont pris en compte, j'ai déjà trouvé mon compte, je ne vous connais plus. C'est le vote d'Aoudi, c'est un vote de raison. Et c'est ce comportement politique, parlementaire, que devaient adopter nos députés démocrates. Ils ne l'ont pas fait. Là, ils ont échoué. Le troisième point, honorable, vous parlez de... Non, le troisième point concernait les points qui n'ont pas été soulevés sur l'intérêt des populations dans le budget. Le troisième point, dans les recommandations. le troisième point, c'est ce que j'ai dit. L'asphaltage, c'est déjà dedans, ils ont rejeté la route pour la Cabo, ils n'ont pas réclamé ça. La route pour et Niki, ils n'ont pas réclamé ça. Nous avons beaucoup de... Attends, quand vous prenez aujourd'hui la partie septentrionale, où ils ont raflé, c'est des parties où nous avons des difficultés. Parce que l'infrastructure routière nous manque cruellement dans ces départements. D'où la nécessité pour ces gens-là de multiplier les amendements, de forcer, de mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir. Et moi, je savais que s'ils le faisaient, je pense qu'ils allaient obtenir beaucoup de choses. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas outillés pour ça. Ils ne sont pas préparés pour aller au Parlement. Ils sont allés au Parlement accidentellement. Ils sont allés au Parlement par erreur. Et c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas comment on mène un débat parlementaire. Ils ne savent pas comment on réclame. Tout ça là, c'est pour ça que je demande, au lieu de passer tout son temps à régler des comptes personnels au président, Patrice Talon, notre grand frère, le président Yaboni, ferait mieux de créer une école politique à l'endroit de ces députés qui naviguent à vue, qui ne comprennent rien. D'accord, honorable, mais est-ce que ce n'est pas bon de reconnaître également que l'arrivée des démocrates au Parlement a participé à rendre plus vivace, à rendre plus vif le Parlement aujourd'hui, lorsqu'on connaît la mandature précédente, celle à laquelle vous avez appartenu, qui n'a pratiquement pas posé de questions, qui n'a pratiquement pas interpellé le régime sur plusieurs aspects de la gouvernance 4 ans durant. Vous n'avez pas senti une certaine vitalité de l'Assemblée nationale avec l'arrivée de députés les démocrates? Ça, en toute humilité, et c'est ce que nous souhaitons. Il faut d'autres sons de cloche. Et moi, je pense que moi, je ne suis pas contre l'arrivée des démocrates au Parlement. Mais chacun doit jouer sa partition en toute responsabilité, en respectant la Constitution que le peuple béninois s'est doté. Donc, rien ne suffira, que ce soit dans l'animation de la vie politique, en dehors de notre boussole, de notre Bible, qui est la Constitution. Donc, je demande aux démocrates de respecter la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée. Donc, moi je pense que moi je suis pour que l'opposition continue par animer la vie politique, pour que l'opposition joue un rôle. Mais il ne faut pas jouer un rôle dans la division, il ne faut pas jouer un rôle en menaçant l'unité nationale. C'est ce que moi c'est le comportement que je dénonce. C'est-à-dire,
On peut être... Moi, j'ai eu la chance, dans ma vie politique, d'animer l'opposition et d'animer la mouvance présidentielle. J'ai une expérience. C'est cette expérience des deux camps. J'ai cette expérience des deux camps. Donc, quand on anime une opposition, il faut animer une opposition raisonnée. Il faut animer une opposition en privilégiant l'intérêt de la nation. Donc, le projet de société des démocrates, j'ai du mal à capter les projets de société. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas un programme. Le seul projet de société, c'est le rejet systématique des projets de développement du président Patrice Talon. Ce qui n'est pas bon. Honorable, vous éclairez ce matin à l'antenne des téléspectateurs sur plusieurs sujets de l'actualité. Le chef de l'État, Patrice Talon, lors d'une émission télévisée, a affirmé il y a quelques jours que Boniaï ne lui a jamais rien pardonné car il était coupable de rien. Que dites-vous de ces déclarations de l'homme d'État? Ismaël, vous voulez que je vous dise la vérité ou bien vous voulez que je fasse la politique avec vous? Rien que la vérité sur ce plateau. Je vous jure au nom de Dieu qui détient mon âme. Je vous jure au nom de tout ce qui m'est cher que le président Yahya Boni, notre grand frère, a des comptes personnels à régler avec Patrice Talon. Et ce compte, et le règlement de ce compte-là, freine le développement de la partie septentrionale de notre pays. Freine la promotion des cadres du parti septentrional de notre pays. C'est-à-dire le guéguerre, c'est-à-dire l'envie, la rage de finir avec Talon compromet dangereusement le développement de notre région. Ça ne nous avantage pas. Moi, je demande humblement au président Eboni, s'il a des comptes personnels à régler avec Talon, d'épailler nos populations. Vous voyez, c'est le président Yahya Boni qui a dit devant tout le monde, le pouvoir restait trop au nord. Il faut que le pouvoir aille au sud. C'est le président Yahya Boni qui l'a dit. Deuxièmement, moi je faisais partie des staffs directs de Yahya. Je faisais partie du comité de désignation des candidats. Et à l'époque, je suis allé voir le président Yahya. J'ai dit, président, j'ai fait des recherches. Il faut faire la promotion d'un candidat local et non un candidat importé. Il nous a amené un candidat importé. Je dis, prenez Kouché, prenez Kassa, prenez Abimola et Abiola. Il dit non. Nous sommes partis aux élections. Il a échoué. Je me rappelle, vous avez refusé de soutenir... J'ai refusé. Parce que je voyais déjà le chaos qui était à l'horizon. Je savais que ça n'allait pas marcher. Je savais que ce comportement-là, parce que ça ne va pas aboutir. Maintenant, pour revenir à votre question, Yahya Boni n'a jamais pardonné Talon. Et Talon n'a jamais commandé le pardon. C'est Yahya Boni qui a commandé le pardon. Comment en êtes-vous sûr? Vous savez, à part Dieu, créateur du ciel et de la terre, ce qui s'est passé entre Yahya Boni et Talon, il n'y a que moi qui sais. Talon est vivant, Yahya Boni est vivant. Je défie les deux.
Je dis, je défie Yahi, je défie Talon. Ce qui s'est passé entre les deux là, il n'y a que Dieu, il n'y a que moi. Peut-être Charles. Charles Toko. Vous allez nous le dire, ce qui s'est passé. C'est moi qui ai amené Yahi Boni a cherché à voir Talon pendant 1 an. Talon refusait de le recevoir. C'était en 2002. 2002. En 2002. Ça date déjà. Il a tout fait. Il dit, il ne va pas. Talon refusait le rendez-vous de Yahi. Et c'est comme ça, par le biais du ministre Ati Joseph, à l'époque, qui est un ami à moi, Yahi Boni a pris contact. Il dit, bon, il dit, ah, j'ai un ami, Guadamassi, il connaît bien Talon, il est très proche du Kérékou, il pourra t'aider. Et c'est comme ça que nous avons convenu d'un rendez-vous dans le bureau de Atin. Avec Yahi. Avec Yahi. Et c'est comme ça, j'ai tout fait pour convaincre le président Talon, PDG de la société à l'époque. Je suis allé le voir. Le président Talon est vivant. Yahi est vivant. Et vous n'êtes pas venu. Je suis allé convaincre Talon. Je dis, président, je dis, mon cher frère ami. Je dis, Patrice, Il faut le recevoir. il faut recevoir Yahi. Il dit non. J'ai travaillé. Le président Talon voyageait. Il allait sur Paris. Et il dit, bon, c'est pas grave. Moi, je voyage. Mais ah non. C'est comme ça que Yahi et Talon se sont vus. j'ai pris le président. Nous sommes allés chez Yahi. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Arrivé chez Yahi, toi qui m'as demandé de t'amener le gars, il me demande de sortir, qu'il lui veut parler avec Talon. Quelle a été votre réaction? Moi, en tant que Enfant bien éduqué. enfant bien éduqué, descendant de Doudoua, j'ai dit bon, je m'en vais. Et Talon dit non, madame, si tu ne sors pas, Tu restes. si tu sors, je m'en vais. Le président Talon est vivant, hein? Yahi est vivant. Il dit si tu sors, je m'en vais. Ce que Yahi Boni veut me dire là, il n'est qu'à dire devant toi. Comme s'il était un prophète Talon. C'est pas possible. C'est un visionnaire, ce monsieur-là. Il dit non. Badamassi, si tu sors, je m'en vais. Monsieur le Président, ce que vous voulez, c'est Badamassi qui m'a amené vers vous. Ce que vous voulez me dire là, dis ça devant moi. Et il dit bon, c'est pas grave. Bon, Badamassi, il faut t'asseoir. Monsieur le Président, j'ai l'intention d'être candidat en 2026. En 2006, excusez-moi. Si Kérékou n'est pas candidat, les gens estiment. Attendons de lui poser la question. Vous là, vous avez quel homme politique derrière vous pour être président? Et vous avez déjà, vous, Badamassi, à son temps, très fort. Il a dit non, président, ce n'est pas grave. Il dit non, je n'ai pas de moyens. Je voulais que vous m'accompagniez. J'ai besoin un peu de moyens. Je lui ai dit non. Moi, j'ai déjà pris de l'engagement avec d'autres leaders. Je ne peux pas te financer. Et j'ai plaidé À faveur de vous, pour dire non, monsieur le président, il faut l'aider. Il a dit bon, ce n'est pas grave. Je vais à Paris. Dès mon arrivée, je ferai quelque chose. Je sais ce que Talon a remis à Yahi. Et c'est pour ça que je ne supporte pas. Quand vous traitez quelqu'un
de corrompu, ou bien vous traitez quelqu'un de malhonnête, et vous prenez son argent. Ce n'est pas bon. C'est pour ça que moi, je ne supporte pas qu'il y ait traite talon de malhonnête. Parce que si tu sais qu'il est comme ça, pourquoi tu prends son argent? Alors là, Ça là, je suis témoin. Deuxièmement, vous savez pourquoi Yahibouni a demandé le pardon? Ce n'est pas Talon qui a demandé pardon à Yahibouni, c'est Yahibouni qui a demandé pardon. Parce que dans l'affaire de tentative d'empoisonnement, coup d'État, Yahibouni a perdu le procès en instance. Il a perdu en appel. Il a perdu sur le plan international, la justice française. Et il y a un pays européen qui a fait un sondage, je ne vais pas appeler le nom du pays, et c'est un sondage technique, et ce pays-là est spécialiste en matière de sondage, qui a fait un sondage sur le Bénin, sur les élections de 2006, en disant que 2016. de 2016, excusez-moi, sur les élections de 2016, en disant le prochain président du Bénin s'appelle Patrice Talon. Yahi avait les résultats de ce sondage. Il savait que le prochain président du Bénin, c'était Patrice Talon. Quel sort Patrice Talon va le réserver s'il devient président, alors qu'il a déjà matraqué partout? Et c'est pour cette raison-là qu'il a anticipé, qu'il a envoyé Diouf. Sinon, quel intérêt? C'est toi qui dis que l'homme veut te tuer. Quel intérêt tu as à envoyer Diouf? Ce n'est pas Patrice qui allait voir Diouf. C'est Yahi qui allait voir Diouf. Ce n'est pas Patrice qui allait voir Diouf. Donc, la réalité, et ça là, au lendemain de conclave entre Yahi, Faure et Ouattara en Côte d'Ivoire, je l'avais déjà dit à Sika TV que Yahibouni souffre de la nostalgie du pouvoir. Il ne veut pas vivre sa nouvelle vie. De l'après-pouvoir. Et il y a des gens qui sont en train de lui faire croire que c'est encore possible, qu'il peut revenir. Des gens qui se font appeler hommes de Dieu, qui en réalité sont des hommes de Satan, qui lui font croire qu'il peut être président par la rue. Non, je pense qu'on ne va pas. Donc, moi je pense. Ces affirmations. Écoutez, je dis que moi j'ai l'agrégation à Yahibouni. L'agrégation. À Yahibouni. Et Kassa est professeur titulaire de chaire à Yahibouni. Donc, nous, je connais Yahi. Yahibouni, c'est-à-dire Yahibouni fait de la ruse. Et puis, ce qui est même dangereux, Ismaël. Et ça, c'est un conseil que je donne. Il ne faut pas mélanger la politique avec la religion. C'est dangereux. Le Bénin est un État laïque. Il faut respecter la laïcité de l'État. Les musulmans, les animistes, les chrétiens, depuis des décennies, vivent en harmonie. Ça a toujours été comme ça. Mais quand le comportement du président Yahi, quand il rassemble les musulmans, tu n'es pas musulman, il se moque en disant Allahu Akbar. Et la nuit, tu fais guitare pour dire autre chose. Donc, il faut respecter la religion. Est-ce que c'est interdit à quelqu'un qui est non, d'une religion non. de Moi, je suis musulman. Oui. Je sais que tu ne partages pas ma foi. Et tu fais des incantations de ma religion. Je peux assimiler ça à une moquerie. Je pense que c'est sûr que ce n'est pas l'intention qui est cachée derrière. Moi, je dis... Le président dit qu'il veut... Ça a commencé. Moi, je suis homme du peuple. Je vis avec les poissons. Moi, je travaille avec les musulmans. Vous savez combien... Vous savez. Donc, ça a commencé par chuchoter. Et moi, je demande humblement que
le président Yaïboni respecte la laïcité de l'État et que chacun reste dans sa religion, qu'on n'amène pas la politique dans la religion. Ce n'est pas bon. Quand on commence par mener la politique dans la religion, c'est dangereux. D'accord, honorable. Et moi, en tant que visionnaire, je lui demande humblement, avec toute humilité, d'arrêter ça. Alors, nous allons évoluer dans le débat et cette fois-ci, nous allons revenir à Parakou. Nous allons parler du développement de la ville de Parakou. Et en parlant du développement de la ville de Parakou, l'asphaltage, 8 km sur 200, Parakou en a bénéficié. Le marché de Guéma est resté inachevé jusqu'à présent. Les rues secondaires de Parakou sont inaccessibles. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de lieu de distraction, malgré que le chef de l'État lui-même a promis de changer le statut de Parakou, que le Parakou n'est plus à être comparé à un gros village. Pensez-vous que Parakou paye le prix de son opposition au gouvernement Talon? Parce qu'on sait, lors des élections communales, nous avons vu ce qui s'est passé avec la FCBE, et puis les élections législatives encore, on a vu ce qui s'est passé avec les démocrates. Vous pensez que Parakou paye le prix de son opposition à Patrice Talon? En toute humilité, la politique est un jeu d'intérêt. Ça là, c'est clair. La politique est un jeu d'intérêt. Vous prenez les régions, mais, chers amis journalistes, quand vous prenez l'Assemblée nationale, il y a plusieurs députés venant de plusieurs situations électorales. Absolument. Et ces députés-là constituent des lobbies de pression sur le gouvernement. Pour les régions. Pour les régions. Absolument. Alors, à partir du moment où une région donne plus de visibilité politique, de soutien politique à un régime, ces députés-là vont réclamer la victoire en disant que nous, là, nous avons soutenu le régime, nous avons droit à l'eau, nous avons droit à l'eau. Ça, c'est une réalité. C'est l'évidence. C'est ce qui devait être si le chef d'État... C'est pour ça que je dis le comportement, la guerre, c'est-à-dire l'envie de finir le règlement de compte personnel que Yaïboni avait Talon ne doit pas compromettre l'évolution, le développement de notre localité. C'est ça, c'est-à-dire c'est le comportement là, je demande humblement au nom de ce que la partie septentrionale a été pour Yaïboni, je lui demande humblement de nous laisser s'occuper du développement, de nous laisser négocier avec le pouvoir en place, de laisser nos cadres. Nous avons les cadres émérites. Dites-moi aujourd'hui dans quel secteur les cadres du parti septentrional ne sont pas spécialistes. Mais le comportement de Yahi fait aujourd'hui que on pense que tout le Nord est contre le système. Et les autres là l'utilisent à fond contre nous. En disant, vous voyez, nous qui avons voté pour vous là, vous nous laissez, vous allez investir là-bas. C'est comme ça, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas du régional. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que moi je dis la politique, c'est un jeu d'intérêt. Où se trouve aujourd'hui l'intérêt de la population de Parakou, de la 8e, de la partie septentrionale? J'ai dit, c'est celui qui a la farine, qui a la pâte. Celui qui a aujourd'hui la farine et qui a la pâte, c'est le président de la République. Et c'est pour ça que je l'ai dit avant-hier que les démocrates font une méconnaissance totale entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. Vous savez, ils se comportent comme si on était dans un système de régime parlementaire où c'est le régime parlementaire qui commande l'exécutif. Ça là aussi, ils ont besoin qu'on les enseigne les cours en sciences politiques. Parce que nous sommes dans un régime présidentiel. C'est le régime présidentiel qui définit la politique de la nation, qui distribue les cartes, qui décide du développement des régions du Bénin. Donc, et c'est ça que Talon a compris en disant, attention, le régime présidentiel est trop fort.
il faut modifier la Constitution pour diminuer la force du président de la République. Ils ont refusé. Ils ont rejeté le... L'autre chose, le président Yahi Boni a reconnu dans ce pays pour dire la démocratie béninoise est une démocratie Nescafé. Il a dit. Il dit la démocratie qui ne nourrit pas ses hommes, c'est pas la peine. Vous êtes journaliste d'investigation, le président a dit. Et c'est cette démocratie que le président Patrice Talon veut réformer et lui se pose aujourd'hui. Ce qu'il a diagnostiqué de mauvais, en son temps, en disant que la démocratie béninoise c'est une démocratie Nescafé qui ne nourrit pas les hommes, l'autre veut reparler aujourd'hui et refuse. Ça veut dire, en réalité, que Yahi Boni ne roule que pour ses intérêts personnels. Il ne roule pas pour l'intérêt du peuple béninois. S'il roulait pour l'intérêt général, il allait coopérer avec le système. Alors, ça voudra dire que vous... Et c'est pour ça que j'ai dit, Yahi Boni, président des démocrates, c'est une erreur. Vous voyez, je confirme mes allégations par le fait que Yahi Boni a déjà échoué 2 fois devant Talon. 2 fois. 2 fois. Yahi n'a jamais été candidat contre Talon. Hein? Bon, voilà, suivez mes regards. En 2016, Yahi Boni a été le directeur de campagne de Talon. De Talon. De Talon. Pourtant, il n'est pas candidat du mais il a été son directeur de campagne de par sa mauvaise communication politique. Il faisait campagne pour Talon. Excusez-moi, d'une manière, peut-être c'est trop fort, inintelligent. C'est vraiment fort. Nous allons retirer ce mot. Il faisait campagne pour Talon d'une manière pas politique. Ok, d'accord. Il faisait campagne pour Talon. Quand tu dis les milliards que Talon a, si le mettait à la distribution des populations, le Bénin ne sera plus pauvre. Point Benoît, Talon a les milliards. Il vaut mieux aller là-bas, milliards. Talon a des conteneurs. Donc, dites-moi, qui a fait campagne pour Talon? Donc, il a échoué. Oui, c'était le premier échec. Deuxième échec, c'est les élections législatives de 2023. 2021. 2023. Législative de 2023, ok. D'accord. Il a échoué. 28 députés, oui. L'État a plus de 85 députés. Donc ça va être 2 fois qu'il a échoué. Donc, en 2026, écrivez-le. Ismaël, Barabas, écrivez-le. Si les démocrates ne prennent pas leurs responsabilités, en rappelant mon grand frère et cher aîné, le président Yahi, que je respecte avec toute humilité, s'il n'est pas recadré, Yahi Boni a déjà remis le pouvoir à la mouvance présidentielle en 2026. Parce que son comportement-là, il est en train de remettre le pouvoir à la mouvance présidentielle. Honorable, avant de poursuivre justement cette émission, nous allons suivre cet élément et puis on revient sur ce plateau. Un gros bouc, un coq, des sacs d'iam et de maïs, ainsi est constitué le présent des populations de Woria, une localité située dans la commune de Tchaourou à l'endroit de l'honorable Rachid Badamassi. Ayant remarqué son absence de la scène politique nationale depuis un certain temps, elles sont venues prendre des nouvelles de leur leader ce samedi 23 septembre 2023. À travers cette démarche, elles viennent remercier l'honorable Badamassi et à surtout l'encourager à toujours soutenir les actions du chef de l'État Patrice Talon. L'honorable a tellement considéré notre village Woria qu'il a plusieurs fois mis ses pieds là-bas. On n'a jamais vu quelqu'un qui a aimé les gens qui sont dans la brousse comme nous, comme ça. Pour cela, on a décidé de venir visiter l'honorable. Nous sommes venus pour dire merci à l'honorable pour tout ce qu'il a fait pour nous à Woria et tout ce qu'il fait pour le Bénin entier. Et nous l'encourageons à rester dans cet élan et à soutenir les actions du président de la République, M. Patrice Talon. Nous, en allant chez quelqu'un, on ne va pas comme ça. Et l'honorable, en allant chez nous, il essaie de nous amener tout ce que nous aussi nous voulons. Ce que nous aussi on a là. C'est ça qu'on a amené, vous voyez ici, pour l'honorable Rachid Badamassi. Et nous pensons que Allah va faciliter tout dans ses mains.
L'honorable Rachidi Badamassia par le passé offert des instruments de musique aux fidèles de l'église évangélique de Woria. Et par cette occasion, le pasteur de la dite église, par la voix de son représentant, a exprimé sa reconnaissance et sa joie aux généreux donateurs. Si, au nom de l'église de Woria que nous représentons, nous restons muets sans vous exprimer notre reconnaissance et notre joie au sujet du grand geste que vous nous avez accordé, c'est-à-dire l'équipement des appareils de musique que l'Église a bénéficié de votre part, nous serons plus ingrats. C'est bien pour cette raison que nous venons pour vous noter, pour vous présenter notre profonde gratitude. Soyez rassurés qu'à tout moment que ces instruments résonnent pour la gloire de Dieu, de même vos bénédictions sont immenses. Très ému par cet acte, l'honorable Badamassia a exprimé sa gratitude à l'endroit des populations de Woria qui, malgré l'impraticabilité de la voie, ont tenu à effectuer ce déplacement. Pour aller à Woria, en réalité, il faut au moins 30 à 40 minutes. Mais, de Parakou. Mais avec l'état impraticable de cette route-là, il faut au moins 3 heures, 4 heures. Les populations ont bravé. Tout ça, elles sont venues me voir, les bras chargés. C'est la preuve que, en réalité, nous avons une mission politique. Et je l'ai dit, chacun dans la vie, chacun doit accomplir sa mission ou la trahir. Mais nous avons décidé d'accomplir la nôtre. Elle me demande de continuer par animer la vie politique. Donc, et de les soutenir. C'est le message, ça. Honorable, tu ne dois pas être loin de nous. Et cette population me demande de continuer par soutenir les actions du président de la République. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les populations qui l'ont dit. Ça veut dire, d'un jour à l'autre, les gens vont comprendre. Pour le Buffalo du Bogou, il n'est pas question de lâcher prise. De fait que je ne sois pas au Parlement actuellement, ne veut pas dire que je ne veux pas animer la vie politique. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la retraite politique, c'est maintenant que je commence la politique. La politique là, j'ai l'ADN de la politique. Dans mon sang. C'est-à-dire si je pouvais savoir le jour où j'allais rejoindre mon Créateur, à 2 minutes avant la fin de notre souffle, j'allais animer un meeting politique. Donc, je n'ai pas besoin d'être au Parlement avant d'aider les populations. Il faut préciser que cette délégation a été conduite par le roi de Woria en la personne de Ousmane Chabi Ouani. Tout en rassurant les populations de sa disponibilité à leur côté, l'honorable Rachidi Badamassia a promis une tournée très prochainement dans la 8e circonscription électorale. Alors, retour sur ce plateau, honorable, vous avez suivi le reportage. Quel a été votre ressenti après cet acte rare de ces militants à la base? Vous savez, entre les populations de la 8e et moi, c'est une histoire d'amour. Vous savez, beaucoup... Enfin, la population a été surprise par notre échec, du fait que je ne fais pas partie de la 9e législature. Et elles viennent me voir en disant, honorable, nous avons voté pour celui qu'on ne connaît pas. Parce que pour eux, c'est une élection Yahi Talon. C'est comme ça qu'ils ont présenté aux populations. Donc, ce n'est pas Badamassi qui était sur la liste. Donc, c'est Yahi et Talon. Donc, pour les populations, on dit, ah, mais Badamassi, tu n'es pas élu. Non, parce que mais on a voté pour Yahi. Et mais Yahi n'est pas candidat. À l'aide de tout le monde dit, mais honorable, on va voter pour Yahi. Ah. Donc, vous voyez comment, quand je parle de manipulation, c'est de ça qu'il s'agit en réalité.
Donc, du fait que je ne sois pas sur le terrain, les populations de Waria sont venues me voir en disant, honorable, avant c'est toi qui nous faisais. Maintenant, là, nous sommes des barbares. Nous sommes reconnaissants. Nous n'abandonnons pas nos amis. C'est vrai, tu es tombé, mais tu vas renaître de tes cendres. Moi, c'est le message que j'ai capturé. Et je pense que je profite de l'occasion pour les remercier. Remercier mes amis de Sandiro, de Pereira, qui m'envoient toujours les messages. Je les remercie beaucoup en leur disant que de ne pas être découragé. L'heure de Dieu est la meilleure. L'heure de Dieu est toujours la meilleure. Voilà. Et l'heure justement est en train de nous surprendre. Nous tendons à la fin de cette émission. Honorable, quelles sont les perspectives? À quoi devons nous attendre les jours à venir en ce qui concerne le buffle du Borgo, en ce qui concerne les actions politiques de l'honorable Rachidi Gbadamassi? 2026 pointe à l'horizon. À quoi devons-nous nous attendre pour les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années à venir? Vous savez, je suis membre d'un parti politique qu'on appelle le Bloc républicain, un parti de vision, un parti de masse, un parti des jeunes et des femmes sur le leadership sur le leadership éclairé du président Abdoulaye Biotchane, qui est notre leader. Je pense que vous venez de suivre notre sortie tout dernièrement par rapport aux jeunes. Nous sommes en train de mettre en place une stratégie de reconquête de nos électorats. Et cette stratégie a pour objectif de désintoxiquer la masse populaire parce qu'ils nous ont présentés comme des vendus dans un discours xénophobe, régionaliste. Et nous sommes en train de leur montrer que le Bénin est indivisible et que le Nord et le Sud, nous sommes ensemble, nous sommes des parents. Et nous sommes en train de travailler sur le terrain et je pense que c'est prêt à Dieu. Et dans notre programme, nous allons reprendre la situation en main. Nous allons tout faire pour conserver la mairie de Parakou. Et nous allons tout faire en 2026 pour revenir en force au Parlement. Et pour améliorer notre score politique par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je pense que l'échec là, ça nous a beaucoup formés. L'échec vous a beaucoup formé, honorable. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Quels sont vos vœux? Bon, avant de revenir, M. Ismaël, je vais revenir dans une autre émission où je vous surprends, les gens pensent que j'ai laissé passer et mes avocats sont à pied d'œuvre où je suis en train de, dans la journée à venir, je vais déposer une plainte. Vous vous rappelez que j'ai été indexé par rapport à une affaire de 110 millions. Oui. Vous vous rappelez? Oui, sur le dossier Ricky Sur le dossier Ricky Amadougou. Oui. Alors, donc, vous savez, la preuve est la rançon des droits. Et en droit, c'est celui qui accuse qui apporte les preuves. Absolument. Alors, donc, j'ai déjà réuni tout ce qu'il faut. Et je pense qu'il y aura du rebondissement dans cette affaire. Donc, je vais revenir ici avec les détails sonores pour vous montrer qu'en réalité, que c'est le voleur qui crée au voleur. Et je pense que une plainte, je vais déposer une plainte dans les jours à venir pour montrer... Une plainte contre qui? En tout cas, contre ceux qui m'ont accusé. Et je les connais déjà. Donc, tous ceux qui m'ont accusé, directement et indirectement, feront l'objet de poursuites judiciaires dans cette affaire. Ça, c'est une très grosse annonce qui se fait sur le plateau de déballage. Maintenant, Rachidi Gbadamassi compte porter plainte sur l'affaire 70 millions qui a secoué l'actualité politique il y a quelques années en arrière. Alors, honorable, merci beaucoup de nous avoir honorés par cette présence. Votre mot à l'endroit de l'équipe de Dabarou et qui sera également votre mot de la fin. Bon, je dis Dabarou est une fierté nationale, est une fierté régionale. Je demande à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de continuer par vous bénir. Merci. Et pour que dans la joie à venir, comme il dit que Dabarou a érigé un grand site Amen. propre, Amen.
avec les équipements de pointe pour la couverture intégrale de notre territoire. Et ce n'est pas impossible devant Dieu. Je profite aussi de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs au peuple béninois, aux populations de Parakou et aux leaders politiques de s'entendre, de s'aimer et que l'amour prononcé ne soit pas un vain mot et qu'on ne brandit pas la Bible alors qu'en réalité le cœur est noir. Donc que l'amour comprenne puisse véritablement venir de notre cœur et qu'on soit constater ça à travers notre comportement. Comme l'a dit l'autre, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc, bonne fête aux populations de Parakou, de la 8e et au peuple béninois. Et bonne fête aussi à mon cher président, le président de mon parti politique, le président Ablaye Biodjani. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission. On va rendre la Rachid Walamassi. Merci d'être passé sur ce plateau pour ce instant émission avec vous. Merci beaucoup et ça va de vous remercier. Mesdames et messieurs, fidèles internautes du groupe de presse d'Avarou, nous avons reçu pour vous ce matin l'honorable Rachid Walamassi, ancien député à l'Assemblée nationale, membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain et grand acteur politique béninois. Nous avons fait le tour de l'actualité nationale en survenant justement les élections 2023, le développement du Parakou et les perspectives. J'étais en compagnie de Barnabas Olukoumon, journaliste du groupe de presse d'Abarou. Merci Barnabas Olukoumon. Merci. C'est la fin de cette émission. Terminus, tout le monde descend et à très bientôt.